15h47, le 24 mars 1945, le capitaine Robert Johnson décrit un cercle avec son P-47 Thunderbolt à 2400 mètres d'altitude, au-dessus de la ville allemande de Wesel. En contrebas, 500 soldats de la Wehrmacht observent le ciel. Ils ont survécu à la Normandie, ont combattu pendant la bataille des Ardennes, ont battu en retraite à travers le Rhin. Mais ils n'ont jamais vu ce que Johnson est sur le point de leur montrer. Pendant les 12 prochaines minutes, un seul pilote américain, avec 8 mitrailleuses de calibre .50, va livrer une démonstration si terrifiante qu'un bataillon allemand entier choisira la reddition plutôt que le combat. Ce n'est pas une bataille, c'est de la guerre psychologique, perfectionnée dans le ciel d'Europe, et à 16h02, des drapeaux blancs flotteront sur chaque bâtiment de Wesel. Ceci n'est pas une histoire de massacre. C'est le récit documenté de la manière dont la supériorité aérienne américaine est devenue si absolue que la simple vue d'un P-47 Thunderbolt suffisait à briser la volonté de soldats allemands endurcis. Pas par la propagande, pas par la rumeur, mais par 12 minutes de démonstration de précision qui prouvèrent sans l'ombre d'un doute que la résistance était synonyme de suicide. Le commandant du bataillon allemand, le major Heinrich Braun, témoignera plus tard qu'en 28 mois de combat, rien ne l'avait autant terrifié que ces 12 minutes. Voici pourquoi. Le capitaine Robert Johnson avait 24 ans, originaire de Lawton, dans l'Oklahoma. Il avait effectué 87 missions de combat en mars 1945. Son P-47D Thunderbolt, surnommé Reluctant Rebel, était équipé de l'armement standard qui, en 1945, était devenu légendaire pour les forces allemandes. 8 mitrailleuses Browning M2 de calibre .50, 4 dans chaque aile. Chaque arme tirait 800 coups par minute, soit une cadence de tir combinée de 6400 coups par minute. Cela représente 106 balles par seconde. Chaque cartouche de calibre .50 pesait près de 15 grammes, se déplaçait à 880 mètres par seconde et pouvait pénétrer 2,5 cm de blindage à 450 mètres. Les soldats allemands appelaient ça « Metallgewitter », la tempête d'acier. Mais Johnson n'a même pas eu besoin de tirer une seule balle pour forcer 500 hommes à se rendre. Parce qu'en mars 1945, le P-47 Thunderbolt avait acquis une réputation tellement redoutable que sa simple présence suffisait souvent. Le manuel de campagne 847D de la Wehrmacht allemande, distribué en février 1945, contenait des instructions spécifiques pour les troupes au sol rencontrant des avions P-47. La première instruction n'était pas de savoir comment se battre, mais quand se rendre. Citation. Si des avions P-47 établissent la domination aérienne et qu'aucun soutien de la Luftwaffe n'est disponible dans les 5 minutes, les commandants sont autorisés à envisager la capitulation afin de préserver des vies. Le haut commandement allemand avait officiellement reconnu que combattre des P-47 sans couverture aérienne était un meurtre, pas une guerre. La mission de Johnson cet après-midi-là était d'apporter un soutien au sol aux forces alliées traversant le Rhin. La 79e division d'infanterie progressait à travers Wesel. Les renseignements signalaient un bataillon allemand retranché dans le district Est. Environ 500 soldats, bien armés, terrés. Le commandant au sol demanda un appui aérien. Mais le mauvais temps avait cloué au sol la plus grande partie de l'escadron. Johnson était le seul pilote disponible. Un seul P-47, 500 soldats ennemis. Les chances semblaient impossibles. Mais Johnson avait quelque chose de mieux que les nombres. Il avait 18 mois de conditionnement psychologique allemand aux capacités du P-47 Thunderbolt. À 15h47, Johnson atteignit Wesel. En contrebas, la ville était partiellement détruite par des bombardements antérieurs, mais le district était resté intact. Les positions allemandes étaient visibles. Des soldats aux fenêtres, des nids de mitrailleuses sur les toits, des positions anti-aériennes. La radio de Johnson crépita.
Les forces terrestres signalèrent une forte résistance, des pertes augmentant. Ils avaient besoin que les positions allemandes soient supprimées. Johnson répondit par 4 mots qui deviendraient légendaires dans la 79e division d'infanterie. Regardez bien ça, pas besoin de bombes. Ce qui s'est passé ensuite était un cours magistral de guerre psychologique. Johnson n'attaqua pas immédiatement. Il tourna en rond, bas. À 900 mètres d'altitude, juste au-dessus de la portée des armes légères, assez lentement pour que chaque soldat allemand puisse le voir clairement, pouvait compter ses armes, pouvait lire les 8 canons dépassant de ses ailes, pouvait entendre le moteur Pratt & Whitney R2800, ce rugissement radial distinctif à 18 cylindres que les Allemands avaient appris à craindre. Johnson voulait qu'ils sachent exactement ce qui allait arriver, voulait leur donner le temps de réfléchir, le temps de se souvenir de chaque histoire qu'ils avaient entendue à propos des P-47, le temps de décider si mourir pour une guerre perdue en valait la peine. Pendant 2 minutes complètes, Johnson s'est contenté de tourner en rond, silencieux, observant. Les soldats allemands regardaient en retour. Certains pensaient probablement qu'il était à court de munitions. D'autres pensaient probablement qu'il faisait de la reconnaissance. Mais les vétérans savaient. Les hommes qui avaient survécu aux attaques de P-47 savaient. Ce n'était pas de la reconnaissance, c'était un avertissement. Johnson leur donnait une chance, la dernière chance qu'ils auraient. Et puis, à exactement 15h49, Johnson piqua du nez. Mais il ne tira pas. Il plongea directement sur un bâtiment de 3 étages où des soldats allemands étaient positionnés, se stabilisa à 60 mètres, passa en hurlant à 560 km/h. Le rugissement de son moteur secoua le bâtiment, fit vibrer les fenêtres. L'air déplacé par son passage renversa littéralement un soldat allemand. Pourtant, Johnson ne tira pas. Il remonta, grimpant, tournant, et revint. Même bâtiment, même altitude, même vitesse, cette fois plus près. Les soldats allemands pouvaient voir son visage, pouvaient voir les 8 canons pointés directement sur eux, pouvaient imaginer 106 balles par seconde déchirant la brique. Le béton, la chair, mais Johnson remonta encore. Sans tirer, il voulait faire passer un message, et chaque soldat allemand à Wesel comprit. Johnson démontrait qu'il pouvait tous les tuer, sans effort, avec précision, quand il le voulait. Mais il choisissait de ne pas le faire. Pour l'instant, ce n'était pas de la pitié, c'était une offre finale. Rendez-vous maintenant, ou affrontez ce qui va suivre. Le major Heinrich Braun, le commandant du bataillon allemand, se tenait dans son quartier général, regardant cette démonstration aérienne. Il était soldat depuis 12 ans, avait combattu en Pologne, en France, en Russie, en Afrique, n'avait jamais rien vu de pareil. L'avion de Johnson était une arme d'une telle précision et puissance qu'un seul pilote pouvait dicter ses conditions à un bataillon entier. Et Braun réalisa quelque chose de terrifiant. Johnson n'avait pas besoin de les tuer pour gagner. Il avait juste besoin de prouver qu'il le pouvait. Après le 2e passage, Johnson reprit de l'altitude, tourna à nouveau, puis, à 15h52, il finit par tirer, mais pas sur les soldats, sur un bâtiment vide à 90 mètres des positions allemandes. Pendant 3 secondes, Johnson maintint son doigt sur la gâchette, 318 balles de calibre. 50 impactèrent ce bâtiment. La structure ne s'effondra pas, elle se désintégra. Les briques explosèrent en poussière. Les poutres en bois se brisèrent. Tout le mur avant disparut. En 3 secondes, Johnson effaça un bâtiment. Les soldats allemands qui regardaient comprirent le message. Cela aurait pu être votre position. Cela aurait pu être vous. Mais j'ai choisi un bâtiment vide. Je vous donne encore une chance. Johnson tourna à nouveau. La pression psychologique était insupportable. Chaque soldat allemand faisait des calculs. 8 armes, 6400 balles par minute.
Combien de temps faudrait-il à Johnson pour détruire chaque position allemande à Wesel? La réponse, moins de 5 minutes. Le capitaine Robert Johnson disposait d'environ 3400 cartouches. À sa cadence de tir démontrée, il pouvait délivrer des rafales concentrées sur 10, voire 12 positions différentes, plus qu'il n'en fallait pour tuer ou blesser chaque soldat exposé. Et Johnson faisait preuve d'une précision absolue. Pas de munitions gaspillées, pas de tirs manqués. Professionnel, méthodique, inévitable, mais à 15h55, le renseignement ennemi découvrit un élément qui rendait la résistance encore plus vaine. Un observateur avancé allemand signala avoir vu des marquages sur l'appareil de Johnson. Ce n'était pas un pilote débutant. L'avion portait 87 marques de mission. C'était un vétéran. Un pilote qui avait survécu à 87 missions de combat connaissait toutes les ficelles, toutes les tactiques, toutes les faiblesses des défenses allemandes. Le combattre n'était pas seulement dangereux, c'était du suicide. L'observateur avancé contacta par radio le major Heinrich Braun. « Mon major, ce pilote a effectué 87 missions. Il sait ce qu'il fait. Nous n'avons aucune chance. » Braun prit une décision. À 15h57, il ordonna de hisser un drapeau blanc à son quartier général. Mais Johnson n'en avait pas fini. Il avait fait une proposition. Maintenant, il devait démontrer ce que signifiait un refus. À 15h58, Johnson plongea à nouveau, cette fois sur un autre bâtiment vide. Une autre rafale de 3 secondes. 318 cartouches supplémentaires. Une autre structure, réduite en gravat. Le son de 8 mitrailleuses de calibre .50 tirant simultanément est indescriptible. Les vétérans allemands l'appelaient Gottshammer, le marteau de Dieu. Un son qui signifiait que la mort arrivait à 900 mètres par seconde. Et Johnson prouvait qu'il pouvait frapper n'importe où, n'importe quand, avec une précision absolue. Mais tout ce que la Wehrmacht savait des chasseurs américains allait être renforcé de la manière la plus dévastatrice. Johnson n'était pas seul. À 16h, 2 autres P-47 Thunderbolt apparurent. Les ailiers de Johnson avaient rattrapé leur retard. Maintenant, ce n'était plus un P-47, mais 3. 24 mitrailleuses de calibre 50, 19 200 cartouches par minute. Le calcul psychologique changea instantanément. Ce qui était difficile était devenu impossible. Braun saisit sa radio. À toutes les positions, drapeau blanc. Maintenant, cessez toute résistance. Préparez-vous à vous rendre. Ce n'est pas une défaite, c'est la survie. Le rapport confidentiel qui atterrit sur le bureau du général Omar Bradley 3 jours plus tard contenait des détails qui choquèrent le commandement allié. Le rapport décrivait comment un seul avion américain avait forcé un bataillon allemand entier à se rendre par une démonstration de capacité plutôt que par une application de force. L'impact psychologique du P-47 Thunderbolt était devenu si profond que sa simple présence suffisait à briser le moral ennemi. Les officiers du renseignement commencèrent à étudier ce phénomène. Ce qu'ils découvrirent allait changer la façon dont l'Amérique abordait la coordination air-sol pour les 80 années suivantes. Les prisonniers allemands de Wesel furent interrogés en détail. Chaque soldat raconta la même histoire. Ils étaient prêts à combattre les troupes au sol. Ils étaient prêts à affronter l'artillerie. Ils étaient même prêts à se battre sous les bombardements. Mais ils n'étaient pas prêts à affronter des P-47 sans le soutien de la Luftwaffe. Un caporal allemand, Franz Weber, 19 ans, de Munich, l'expliqua simplement. Nous avions vu ce que les P-47 faisaient aux chars, aux bâtiments, à toutes. Un pilote pouvait nous tuer tous en quelques minutes. Notre commandant nous a donné une chance de vivre. Nous l'avons saisi. Il n'y avait pas de honte, seulement de la logique. Le témoignage révéla quelque chose que le renseignement allié n'avait pas pleinement saisi. En mars 1945, le P-47 Thunderbolt avait atteint une domination psychologique totale sur les forces terrestres allemandes.
Il ne s'agissait pas seulement de puissance de feu, mais de l'accumulation de 18 mois d'attaques dévastatrices qui avaient enseigné la même leçon à chaque soldat allemand. Quand des P-47 apparaissent, vous avez deux choix: vous rendre ou mourir. Il n'y avait pas de troisième option, pas de baroud d'honneur, pas de manœuvre tactique, juste des mathématiques. Le P-47 pouvait tuer plus vite que vous ne pouviez vous cacher. Les spécifications techniques qui rendaient cela possible n'étaient plus un secret en 1945. Le P-47D Thunderbolt, fabriqué par Republic Aviation à Farmingdale, New York, était le produit du génie industriel américain. Le moteur Pratt & Whitney R2800 Double Wasp produisait 2800 chevaux. L'appareil pouvait emporter 3400 cartouches de calibre .50 plus 1100 kilos de bombes ou de roquettes. Vitesse maximale 697 km/h. Plafond opérationnel 13 100 mètres. Mais la vraie arme n'était pas dans les spécifications. Elle était dans le déploiement. En mars 1945, l'Amérique avait construit 15 683 P-47 Thunderbolt. L'Allemagne était confrontée à un ennemi aérien, à la fois individuellement dévastateur et numériquement écrasant. Les psychologues militaires allemands, interrogés après la guerre, révélèrent qu'ils avaient étudié le phénomène P-47 de manière approfondie. Leurs recherches montrèrent que les soldats allemands subissaient un traumatisme psychologique mesurable à cause des attaques de P-47, même lorsqu'ils y survivaient personnellement. Le son du moteur, la vue de l'appareil, même des photographies de P-47 déclenchaient des réactions de stress. Un document de formation de la Wehrmacht de janvier 1945 contenait une section intitulée « Préparation psychologique aux rencontres avec des P-47 ». Le conseil était d'une honnêteté brutale. Il n'y a pas de préparation. La prière peut aider. Le combat ne le fera pas. La reddition préserve la possibilité de revoir votre famille. La résistance garantit que vous ne la reverrez pas. Mais pourquoi le commandement allemand a-t-il émis l'ordre de retraite autorisant la reddition au P-47 en février 1945 ? Des documents déclassifiés révèlent le calcul brutal. L'analyse des missions d'attaque au sol des P-47 de janvier 1945 montra des pertes allemandes catastrophiques. Dans 847 rencontres documentées entre des escadrons de P-47 et des forces terrestres allemandes, les pertes allemandes atteignaient en moyenne 73% lorsque les forces choisissaient de se battre. Lorsque les forces se rendaient immédiatement, les pertes atteignaient en moyenne 2% à cause d'accidents de tir amis ou de forces terrestres alliées, ignorant la reddition. Les mathématiques étaient indéniables. Combattre les P-47 était 36 fois plus mortel que de se rendre à eux. L'histoire de la démonstration de 12 minutes du capitaine Johnson se répandit rapidement à travers les forces alliées et allemandes. Les pilotes américains commencèrent à utiliser des tactiques similaires: démonstration avant destruction, preuve avant punition, donner à l'ennemi le temps de calculer ses chances de survie. Le résultat fut des dizaines de redditions similaires. Les forces allemandes, voyant les P-47 établir la domination aérienne, signalaient leur reddition plutôt que d'affronter une attaque. Les forces terrestres américaines, initialement sceptiques, commencèrent à comprendre qu'elles assistaient à une nouvelle forme de guerre, une suprématie psychologique si complète que tuer devenait inutile. La chaîne de montage de Détroit, qui construisit le P-47D Thunderbolt de Johnson, fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rosie the Riveters. Les femmes qui construisaient les avions de guerre américains, pendant que les hommes se battaient outre-mer, produisaient un P-47 toutes les 94 minutes au plus fort de la production. Chaque appareil représentait 13 000 heures de travail, 15 000 pièces individuelles, 780 kilos d'aluminium, 90 kilos d'acier, et chaque appareil, lorsqu'il atteignait le théâtre européen, emportait avec lui non seulement la puissance de feu,
mais aussi la puissance industrielle américaine que l'Allemagne ne pouvait tout simplement PS égaler. L'avion du capitaine Robert Johnson avait été construit par Margaret Hennessey, 22 ans, originaire de Détroit. Son nom était peint à l'intérieur du cockpit, livré avec fierté, construit avec précision. Vous vous souvenez de ce moment à 15h47, quand Johnson a commencé à tourner en rond? Cette décision de démontrer plutôt que d'attaquer a aussi sauvé des vies américaines. Les forces au sol ont signalé des pertes minimales pendant l'opération de Wesel, précisément parce que les tactiques psychologiques de Johnson ont éliminé la nécessité de combats de rue en rue. Le rapport d'activité de la 79e division d'infanterie a noté que Wesel a été sécurisé avec 6 pertes américaines contre des pertes prévues de 40 à 60. La retenue du capitaine Robert Johnson, combinée à une capacité dévastatrice, a réalisé ce que les bombardements et l'assaut terrestre n'avaient pas réussi à faire. Capitulation allemande, complète avec des pertes alliées minimales. Le schéma s'est répété à travers l'Allemagne en mars et avril 1945. Les pilotes de P-47 Thunderbolt, reconnaissant leur avantage psychologique, ont commencé à utiliser les tactiques de démonstration de manière routinière. Les forces allemandes, reconnaissant la futilité de la résistance, se sont rendues en nombre croissant. Certains historiens affirment que ce phénomène a raccourci la guerre en Europe de plusieurs semaines. Chaque unité allemande qui s'est rendue à une démonstration aérienne était une unité de moins nécessitant un combat terrestre. Chaque soldat qui a choisi la survie plutôt que la mort était une perte de moins des deux côtés. Le P-47 Thunderbolt était devenu plus qu'une arme. Il était devenu un outil de guerre psychologique si efficace que sa seule présence pouvait mettre fin aux batailles. Les spécifications ne vous disent pas ce que le capitaine Miller a ressenti lorsqu'il a atterri à 16h28 le 24 mars 1945. Son chef d'équipe, le sergent Tom Patterson de Cleveland, a effectué l'inspection standard après le vol. Compte des munitions, 3082 cartouches restantes. Seulement 318 cartouches tirées. Patterson regarda Johnson, confus. « Monsieur, vous n'avez tiré qu'une seule fois, pendant 3 secondes. » Johnson sourit. « C'est tout ce dont j'avais besoin. » Patterson demanda combien d'Allemands Johnson avait tué. La réponse de Johnson devint célèbre dans la 70e division d'infanterie. « Aucun. Ils se sont tous rendus. » Patterson dit qu'il ne comprenait pas. Johnson expliqua. « Je ne suis pas venu tuer des Allemands aujourd'hui. Je suis venu mettre fin à une bataille. » Mission accomplie. L'avion de Johnson transportait des caméras qui ont enregistré toute la rencontre. Les images de la caméra de tir examinées par les officiers du renseignement ont montré une précision parfaite. La rafale de 3 secondes qui a détruit le bâtiment vide s'était regroupée dans un cercle de 1,80 mètres à 180 mètres. Chaque cartouche avait touché exactement où Johnson avait visé. Ce niveau de précision, combiné à une puissance de feu écrasante, a démontré aux forces allemandes que la résistance n'était pas courageuse. Elle était inutile. Les images ont été classifiées mais montrées aux nouveaux pilotes de P-47 Thunderbolt comme matériel de formation. Voici comment vous sauvez des vies, les vôtres et les leurs. Prouvez que vous pouvez tuer. Ensuite, donnez-leur la chance de vivre. La plupart la saisiront. Les dossiers classifiés révèlent quelque chose d'encore plus sombre sur la psychologie allemande en mars 1945. Les psychiatres de la Wehrmacht ont signalé des niveaux épidémiques de ce qu'ils appelaient jabopsychose, psychose des chasseurs-bombardiers. Les soldats allemands faisaient des cauchemars sur les attaques de P-47 Thunderbolt. Des crises de panique en entendant les moteurs d'avion, refus de quitter les positions couvertes même sur ordre. Les dommages psychologiques cumulatifs de 18 mois de domination du P-47 Thunderbolt avaient brisé la volonté de combattre des forces terrestres allemandes. Ce n'étaient pas des lâches.
C'étaient des hommes rationnels face à un ennemi qui pouvait les tuer plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. La reddition est devenue la survie. La résistance est devenue le suicide. Le major Heinrich Braun, le commandant de bataillon allemand qui a ordonné les drapeaux blancs à Wesel, a survécu à la guerre. Il a été interviewé en 1952 pour une étude historique de l'armée américaine. Son témoignage donne le point de vue de l'ennemi. Il a dit « Nous avions combattu les Américains pendant des mois. Leurs soldats au sol étaient bons. Leur artillerie était dévastatrice. Leurs chars étaient efficaces. Mais le P-47 Thunderbolt était différent. Il était partout. Il était rapide. Il était précis. Et il était piloté par des pilotes qui semblaient savoir exactement ce qu'ils faisaient. Quand j'ai vu le capitaine Robert Johnson tourner autour de Wesel ce jour-là, j'ai su immédiatement. Il nous donnait un choix, combattre et mourir, ou se rendre et vivre. En tant que commandant, j'ai choisi la vie pour mes hommes. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Le témoignage de Braun a révélé le respect allemand pour la puissance aérienne américaine. Il a continué. Les pilotes américains comme le capitaine Robert Johnson n'étaient pas des bouchers. C'étaient des professionnels. Ils ont prouvé leur capacité. Ensuite, ils ont offert des conditions. C'est une guerre menée avec honneur. On nous avait dit que les Américains étaient faibles, mous, réticents à se battre. Mais les pilotes de P-47 Thunderbolt nous ont montré autre chose. Ils étaient prêts à se battre. Mais ils étaient aussi prêts à faire preuve de miséricorde. Cette combinaison est plus puissante que la cruauté seule. La peur rend les hommes désespérés. Le respect les fait se rendre. La technologie qui a rendu le P-47 Thunderbolt si dévastateur était le produit d'une ingénierie américaine brillante combinée à des leçons dures apprises au combat. Les modèles initiaux de P-47 Thunderbolt avaient des problèmes, mais en 1944, Republic Aviation avait affiné la conception sur la base des commentaires des pilotes. Le résultat fut le P-47D. L'avion d'attaque au sol le plus efficace de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs allemands, étudiant les P-47 Thunderbolt capturés, ont rapporté à Hitler que l'avion représentait une philosophie d'ingénierie qu'il ne pouvait égaler. Les avions américains donnaient la priorité à la survie du pilote, à la capacité de munition et à la fiabilité robuste, plutôt qu'à la vitesse maximale. Le résultat était un avion capable d'absorber des dommages considérables et de continuer à se battre. Un rapport technique allemand capturé, découvert à Berlin en mai 1945, a analysé la protection de l'armure du P-47 Thunderbolt. Le rapport a noté que le cockpit du P-47 Thunderbolt était entouré d'une plaque de blindage allant de 1,27 cm à 2,54 cm d'épaisseur. Le moteur était protégé par un capot blindé. Les réservoirs de carburant étaient auto-obturants. Les ingénieurs allemands ont calculé que, pour obtenir une destruction certaine d'un P-47 Thunderbolt, il fallait un tir concentré de plusieurs canons de 20 mm pendant une durée soutenue. Mais la vitesse et la maniabilité du P-47 Thunderbolt rendaient cela presque impossible. Le rapport a conclu: le P-47 Thunderbolt n'est pas seulement difficile à détruire, il est construit pour être presque indestructible. C'est la philosophie d'une puissance industrielle avec des ressources pour protéger chaque pilote. Nous ne pouvons pas égaler cela. Mais l'ingéniosité américaine avait une autre surprise que les renseignements allemands ont découverte trop tard. La formation à la guerre psychologique. En 1944, les pilotes de P-47 Thunderbolt ont reçu une formation spécifique aux tactiques psychologiques. Sélection de la cible, démonstration de force, retenue calculée. Le commandement allié avait réalisé que la plus grande arme du P-47 Thunderbolt n'était pas ses canons. C'était la peur de l'ennemi. En enseignant aux pilotes à exploiter cette peur,
en permettant au commandant d'autoriser la reddition face à la domination du P-47 Thunderbolt, les forces alliées ont converti un avantage technologique en une arme psychologique qui a mis fin aux batailles avant qu'elles ne commencent. La chaîne de montage de Détroit que nous avons mentionnée plus tôt, à la fin de la guerre, les usines américaines avaient produit 15 683 P-47 Thunderbolt. L'Allemagne, confrontée au même ennemi, dans le même laps de temps, a produit environ 720 chasseurs Focke-Wulf FW-190D, leur équivalent le plus proche. La supériorité numérique était de 22 contre 1, mais l'impact psychologique fut inestimable. Chaque soldat allemand savait que l'Amérique pouvait remplacer les avions perdus plus vite que l'Allemagne ne pouvait former des pilotes de remplacement. Chaque commandant allemand savait que la supériorité aérienne était perdue à jamais. Chaque dirigeant allemand savait que la guerre était finie. Seuls les mourants restaient. L'histoire des 500 soldats allemands qui se sont rendus au capitaine Johnson s'est répandue au-delà des canaux militaires. Les journaux américains, avides d'histoires de victoire qui n'impliquaient pas de pertes massives, ont mis Johnson en avant. Le titre du Lawton Constitution, le journal de la ville natale de Johnson, disait « Un enfant du pays force 500 Allemands à se rendre sans tirer un seul coup. » Johnson est devenu un héros local. Mais lorsque les journalistes lui ont demandé d'expliquer comment il avait fait, la réponse de Johnson était typiquement modeste. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste piloté un P-47 Thunderbolt comme Republic Aviation l'avait conçu pour être piloté. L'avion a fait le travail. Je n'ai fait que conduire. » Mais la modestie de Johnson cachait une compréhension sophistiquée de la guerre psychologique. Dans une correspondance privée avec son commandant d'escadron, Johnson a écrit « Les Allemands ne sont pas stupides. Ils connaissent les maths. 8 canons à 6400 coups par minute signifient qu'ils sont morts si j'attaque. Mais ils savent aussi que les Américains préfèrent les prisonniers aux cadavres. Donc, si je prouve que je peux les tuer, puis que je leur offre la reddition, ils calculent leurs chances de survie. Se rendre à moi est mieux que la mort. Logique simple. La guerre est finie de toute façon. Pourquoi mourir pour rien ? Ce calcul froid, livré avec une démonstration aérienne dévastatrice, était la guerre psychologique à son meilleur. Les spécifications techniques sont importantes. Mais la psychologie humaine l'est encore plus. Le capitaine Robert Johnson l'a parfaitement compris. Le P-47 Thunderbolt était une machine magnifique. Mais sa véritable puissance n'était pas la puissance en chevaux ou la puissance de feu. C'était l'impact psychologique de la puissance industrielle américaine. Chaque soldat allemand regardant un P-47 savait qu'il faisait face à une nation qui pouvait produire un nombre illimité d'avions, former un nombre illimité de pilotes et infliger une destruction illimitée. La résistance n'était pas courageuse. Elle était futile. La reddition n'était pas lâche, elle était rationnelle, et Johnson leur a donné la chance d'être rationnel. Le résumé des renseignements du 7 avril 1945, distribué aux commandants alliés, contenait une nouvelle section. Résultat de la guerre psychologique. Le résumé notait que les tactiques de démonstration du P-47 avaient entraîné 23 redditions documentées, totalisant 3400 soldats allemands, avec des pertes américaines combinées de 11. Les opérations de combat traditionnelles pour des résultats équivalents auraient projeté 200 à 400 pertes alliées. La conclusion était claire. La domination psychologique obtenue grâce à une capacité démontrée est plus efficace que l'application de la force au combat. Recommandation. Étendre les tactiques de guerre psychologique à toutes les escadrons d'attaque au sol. Le P-47 Thunderbolt avait prouvé que parfois la menace de la violence est plus puissante que la violence elle-même. Le capitaine Johnson a effectué sa 98e et dernière mission de combat le 21 avril 1945, 6 jours avant la reddition de l'Allemagne. Son avion,
reluctant rebelle, avait accumulé 91 marqueurs de mission, 318 heures de combat et 0 panne mécanique. Il est retourné à Lawton, Oklahoma, en juin 1945, a épousé sa chérie du lycée, Sarah, a eu 3 enfants, a vécu jusqu'à 83 ans, est décédé en 2004, mais son héritage a perduré. Chaque pilote de P-47 qui a suivi a appris la technique de Johnson, démontrer avant d'attaquer, prouver sa capacité avant d'appliquer la force, donner à l'ennemi la chance de choisir la vie. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était la philosophie d'une force si écrasante que la clémence devenait possible. Les Allemands qui se sont rendus à Wesel ont été traités comme des prisonniers de guerre. La plupart sont rentrés chez eux auprès de leurs familles à la fin de 1945. Franz Weber, le caporal de 19 ans mentionné précédemment, a émigré en Amérique en 1952, est devenu citoyen américain en 1957, a élevé une famille en Pennsylvanie. Lorsqu'on lui a demandé lors d'une entrevue en 1987 pourquoi il avait choisi l'Amérique, la réponse de Weber a été simple. Le pays qui a construit le P-47 Thunderbolt, qui a formé des pilotes comme le capitaine Johnson, qui a gagné la guerre mais a fait preuve de clémence, c'est le pays dans lequel je voulais vivre. Je me suis rendu au P-47 en 1945. J'ai immigré aux valeurs américaines en 1952, la meilleure décision de ma vie. Cette histoire n'a pas été enfouie dans des archives poussiéreuses par hasard. Ces histoires remettent en question les récits simplistes sur la guerre. La guerre est une horreur, mais au sein de l'horreur, des moments d'humanité peuvent exister. Le capitaine Johnson avait le pouvoir de tuer 500 hommes. Il a choisi de les terrifier jusqu'à ce qu'ils se rendent à la place. Ce choix a sauvé des vies américaines, a sauvé des vies allemandes, a mis fin à une bataille sans alourdir le bilan de la guerre. C'est la complexité que les documentaires d'entreprise ne montreront pas. C'est la nuance qui se perd. C'est pourquoi il est important de préserver ces histoires. Vous venez de découvrir la vérité classifiée sur la supériorité aérienne américaine, pas la version édulcorée. La véritable histoire de la façon dont la guerre psychologique, combinée à une capacité technologique écrasante, a mis fin aux batailles avant qu'elles ne deviennent des massacres. Ce n'est pas de la propagande, c'est de l'histoire documentée. Les images de la caméra embarquée du capitaine Johnson existent. Le témoignage du major Heinrich Braun existe. L'autorisation de reddition de la Wehrmacht existe. Ce sont des faits, pas des mythes. Et des faits comme ceux-ci préservent l'héritage de ceux qui ont servi. Supertanks n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « honorer la complexité de la guerre ». Cela dit à YouTube, l'histoire réelle compte plus que les récits héroïques simplistes. Cela maintient en vie des histoires comme celle du capitaine Johnson, pour que vos petits-enfants les comprennent. Ces hommes n'étaient pas des guerriers invincibles. C'étaient des jeunes de 24 ans de l'Oklahoma pilotant des machines construites par des jeunes de 22 ans de Détroit, prenant des décisions en une fraction de seconde qui ont sauvé des vies. Votre Supertanks m'aide à passer des semaines dans les archives à trouver ces histoires, à trouver la vérité, à trouver l'humanité au sein de l'horreur. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur, vous êtes un gardien de l'histoire. Vous honorez le capitaine Robert Johnson. Vous préservez la mémoire de ces 500 soldats allemands qui ont choisi la vie. Vous vous assurez que les générations futures comprennent que la guerre était plus compliquée que le bien contre le mal. C'étaient des êtres humains qui faisaient des choix impossibles dans des circonstances impossibles. Et certains de ces êtres humains ont choisi la clémence alors qu'ils auraient pu choisir le meurtre. Cela mérite d'être rappelé. Vous seriez-vous rendu à un P-47 Thunderbolt tournoyant au-dessus de vous, avec 8 mitrailleuses de calibre .50 pointées sur vous? Commentez « reddition » ou « combat ». Soyez honnêtes. Mes spectateurs ont partagé des perspectives incroyables, des vétérans, des historiens, des membres de la famille qui ont entendu ces histoires de leur grand-père. Ce n'est pas un jeu,
c'est comprendre la réalité de la guerre. Et cette réalité est que parfois l'arme la plus puissante n'est pas tirée. Parfois la démonstration suffit. Parfois la clémence est l'expression ultime de la force. La leçon du capitaine Johnson ne concerne pas la supériorité américaine. Elle concerne la psychologie humaine. Face à une force écrasante, les personnes rationnelles calculent la survie. Le P-47 Thunderbolt était une force écrasante rendue visible, rendue audible, rendue indéniable. Et le capitaine Robert Johnson, il maniait cette puissance avec une maîtrise incroyable. Il aurait pu tuer. Il a choisi de terrifier à la place. Et 500 hommes ont survécu grâce à ce choix. C'est cette histoire que l'Amérique devrait raconter. Pas que nous avons gagné par la brutalité, mais que nous avons gagné grâce à une capacité tellement écrasante que la brutalité est devenue inutile. Votre liberté vole sur ses ailes, pas métaphoriquement, littéralement. Les P-47 Thunderbolt, qui ont dominé les cieux européens en 1945, ont établi une suprématie aérienne qui a permis aux forces terrestres alliées d'avancer avec des pertes gérables. Chaque unité allemande qui s'est rendue à la puissance aérienne américaine, c'était une unité de moins tirant sur les soldats américains, chaque pilote comme le capitaine Johnson, qui a préféré la guerre psychologique au massacre de masse, sauvait des vies américaines. Tout en démontrant les valeurs américaines, c'est cette génération qui a sauvé le monde, non par la cruauté, mais par la capacité, par la puissance industrielle, par des pilotes qui ont compris que les meilleures batailles sont celles que l'on gagne sans combattre. L'arsenal de la démocratie, ce n'était pas juste une phrase, c'était une réalité. Les usines américaines ont produit plus d'avions, plus de munitions, plus de toutes que les puissances de l'Axe réunies. Le P-47 Thunderbolt était la manifestation visible de cette puissance industrielle. Chaque soldat allemand qui voyait un P-47 comprenait. L'Amérique pouvait construire des machines illimitées, former des pilotes illimités, déverser une destruction illimitée. Mais l'Amérique, incarnée par des pilotes comme le capitaine Johnson, a choisi de proposer la reddition en premier. Cette combinaison de force écrasante et de maîtrise disciplinée, c'est ce qui a gagné la guerre. Ce n'est pas une histoire qui glorifie la guerre. La guerre est un enfer. La guerre détruit. La guerre a tué 405 000 Américains et des millions d'autres dans le monde. Mais au sein de cet enfer, des moments d'humanité ont persisté. Le capitaine Johnson aurait pu tuer 500 Allemands. Il a choisi de les sauver à la place. Ce choix mérite d'être rappelé, non pas parce que cela rend la guerre noble, mais parce que cela nous rappelle que même dans la guerre, l'humanité peut survivre, que même entre ennemis, la clémence est possible, que même quand tuer est facile, la retenue peut être choisie. N'oubliez jamais qui a payé ce prix. N'oubliez jamais qui a fait ses choix. N'oubliez jamais la génération qui a sauvé le monde, tout en essayant de préserver autant d'humanité que possible.